Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes toujours Anna et Fanny. Et justement Fanny, aujourd'hui cet épisode est une carte blanche qui t'est donnée pour parler de... Pajama Game. Alors, Pajama Game, en français Pique-nique en pyjama, c'est une comédie musicale qui a un livret de George Abbott et Richard Bissell et une musique et des paroles de Richard Adler et Jerry Ross. C'est une œuvre qui est basée sur un roman de 1953 de Richard Bissell, roman intitulé Seven and a Half Cents, donc 7 cents et demi. Alors raconte-nous de quoi parle Pajama Game. Pajama Game, c'est une comédie musicale qui se déroule dans une usine de pyjamas, dans laquelle les salariés militent pour une augmentation de 7 cents et demi, revendications qui sont totalement ignorées par la direction. Sur fond de conflit social, va se nouer une idylle amoureuse entre Sid, le nouveau contremaître fraîchement débarqué, et Babe, la chef du comité des réclamations. Donc on est dans le monde du travail et on a un sujet un petit peu politique, c'est plutôt original pour une comédie musicale. Tout à fait. Alors, la version scénique, la production originale de Broadway date de 1954. C'est une production qui est dirigée par George Abbott et Jerome Robbins, dont c'est alors la première mise en scène, et qui est produite par Al Prince. On a toujours des noms qui reviennent régulièrement quand même dans nos épisodes. George Abbott, pour le coup, on n'avait jamais parlé de lui, il me semble, c'est vraiment un grand metteur en scène de Broadway. Il a mis en scène notamment Pal Joey, On the Town, Wonderful Town, et puis après Pajama Game, il a également fait Damn Yankees, Once Upon a Mattress, Fiorello ou encore A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. La chorégraphie de Pajama Game n'est là aussi pas de n'importe qui. C'est une chorégraphie de Bob Fosse, dont on a déjà largement parlé, et en fait c'est son premier projet après son passage à Hollywood. Il a alors en fait 26 ans et vient de chorégraphier donc pour l'écran les fameuses 50 secondes de Kiss Me Kate qui le feront remarquer, mais il réalise qu'il n'y a en fait pas vraiment d'avenir pour lui à la MGM. Il va rencontrer Richard Adler et Jerry Ross et va donc se lancer dans l'aventure Pajama Game. Il va inventer seul les séquences dansées de Pajama Game pendant 2 mois. Tout va être vraiment prêt lorsque les danseuses et les danseurs arrivent et il va commencer par le numéro emblématique sur lequel on reviendra, Steam Heat, qui est presque définitoire du style Bob Fosse. La distribution originale de cette œuvre comprenait là aussi des grands noms, notamment John Raitt, Janice Page, dont on avait parlé, souvenez-vous, dans l'épisode sur la Belle de Moscou, ou encore Eddie Foy Jr. et Carol Haney. C'est une production qui est également connue pour avoir lancé le début de la carrière de Shirley MacLaine, puisque donc Shirley MacLaine était alors inconnue, elle était castée dans l'ensemble et la doublure de Carol Haney pour le personnage de Gladys. Et en fait, elle va être amenée à jouer le rôle pendant plusieurs mois à partir de la fin mai 54, avec une ouverture du spectacle début mai, donc très tôt dans la production, suite en fait à une blessure de la cheville de Carol Haney. Le réalisateur-producteur Hall B. Wallis aurait été dans la salle, dans le public, lors d'une de ses représentations, et c'est à l'issue de ces représentations qu'il lui fait signer un contrat pour Paramount Pictures et qu'elle deviendra donc la star de cinéma qu'on connaît. Pas mal. Pajama Game, c'est un grand succès avec plus de 1000 représentations et 2 ans et demi à l'affiche. C'est un spectacle qui recevra 3 Tony Awards. Best Musical, Best Performance by a Featured Actress in a Musical, donc pour Carol Haney, et Best Choreography pour Bob Fosse, c'est son premier Tony Award. Le premier d'une longue liste. Alors, Pajama Game, est-ce que c'est une pièce qui a été souvent reprise par la suite ? Oui, ça fait partie de ces spectacles assez souvent joués. On a de très nombreuses versions et ce très tôt après l'ouverture à Broadway, puisqu'on a une version londonienne de 1955 et une version aussi australienne dès 1957, avec de surcroît donc de nombreux revivals après ses premières productions. Broadway en 73, dans le West End en 99, Broadway à nouveau en 2006. Oui, c'est une production, donc celle de 2006, qui a reçu le Tony du meilleur revival.
et qui avait donc dans les rôles principaux le crooner Harry Connick Jr. ainsi que Kelly O'Hara. Et enfin, parmi les revivals récents, celui du Chichester Festival Theatre et du West End en 2013-2014. Donc une pièce souvent reprise. Malgré tout, il se pose, en tout cas pour moi, la question de l'actualité et du vieillissement certain de cette pièce. Donc toi, tu l'as vu sur scène. Où ça et quand ça? Alors, je l'ai vue à Londres en 2014. J'en ai un souvenir assez mitigé, en fait. C'était très beau, en termes de costumes, de danse, c'était, assez spectaculaire. Mais en fait, c'est la première fois où j'ai vu une œuvre, ça n'a pas été la seule fois, mais en tout cas, ça a été la première fois où je me suis dit: «Pourquoi, monter ça aujourd'hui?» Alors, Mmh. pour remettre vraiment dans le contexte, le jour même, en matinée, j'avais vu, Book of Mormon parce que j'avais gagné la loterie. Je pense que j'ai eu déjà l'occasion de le dire 3 ou 4 fois à l'antenne du podcast, mais je me permets de de le resignaler. Donc de façon inattendue presque, j'avais été voir Book of Mormon dans l'après-midi et le soir, j'avais ce spectacle prévu de Pajama Game. Donc je me suis toujours dit: «C'est peut-être aussi le contraste Ouais. entre une œuvre pour le coup très, très moderne et voilà et d'un goût relatif et Pajama Game qui est plus classique. Mais en tout cas, ça m'a vraiment, fait cette sensation en revoyant Pajama Game, de voir quelque chose d'assez daté, comme si en fait il y avait une sorte de décalage entre le fait que, d'une part, bah, évidemment les combats menés dans cette pièce sont toujours d'actualité, c'est-à-dire la reconnaissance tout simplement de la dignité des travailleurs, mais d'autre part un contraste entre cette actualité des combats et la façon dont, ces combats sont traités, abordés et résolus dans, le film qui, semble un peu, à mon sens aujourd'hui un peu tarte et déconnecté de la réalité. Mmh. Alors Pajama Game, c'est également joué en France, à l'Opéra de Lyon en 2019, puis il me semble qu'il y a eu une tournée aussi dans plusieurs lieux, dans toute la France. Production que, malheureusement on n'a pas vue. Mmh. Pourquoi elle n'a pas joué à Paris ou en région parisienne? Ouais. Et dont on a eu la chance de voir des extraits, lors d'un enregistrement de l'émission 42e rue et Ouais, c'était personnellement trop bien. ça m'a donné trop envie quoi. Enfin, j'ai pas du tout ressenti ce côté poussiéreux de l'intrigue. Mais bon, attention aussi par rapport au fait qu'on l'a vu, uniquement sous forme de récital à ce moment-là. Mmh. C'est une production qui était, me semble-t-il, très originale du fait que les acteurs sont aussi musiciens. Donc parfois ils sont dans l'orchestre et parfois ils chantent, Ouais, donc ça, comment dire? Mais waouh! ouais, c'est impressionnant, ouais. Et on a, aussi un réarrangement de certaines chansons. Par exemple, Steam Heat qui a ici été interprété sous un mode, un peu participatif. Ouais. Alors je sais pas si c'est quelque chose qu'ils faisaient aussi dans le spectacle ou c'était uniquement pour la version concert, mais en tout cas j'ai trouvé ça, assez cool. Ouais, c'était très sympa, il nous demandait de lever le poing, de taper dans les mains, Ouais. enfin, c'était excellent. Et dans cette version donc de l'Opéra de Lyon, il y avait des comédiens assez connus comme Vincent Eden, Zachary Sall ou encore Dahlia Constantin qu'on avait vu nous sur scène en Cendrillon dans Into the Woods à l'Opéra de Massy. Alors, que peux-tu nous dire Fanny désormais du film qui est adapté de Pajama Game et qui est sorti en 1957 et qui s'intitule Pique-nique en pyjama en français? À ne pas confondre avec Un pyjama pour deux, comédie de Doris Day avec Rock Hudson, qui s'appelle en version originale, Lover Come Back. Mais bon, comme d'habitude, pour une version obscure, je pense que pour les distributeurs français, Doris Day était associée au pyjama, donc ils ont retrouvé un autre titre avec pyjama dedans. C'est un film qui est réalisé par Stanley Donen, donc après sa brouille avec Gene Kelly, et George Abbott. Alors, Donen et Abbott, l'année suivante, ils réaliseront ensemble la version cinéma de Damn Yankees, qui est une œuvre qui a énormément de points communs avec Pajama Game, puisqu'on a les mêmes paroliers et compositeurs, donc Jerry Ross et Richard Adler. On avait pour la version scénique Al Prince à la prod, et puis on a également Bob Fosse à la chorégraphie. Pour la version, cinématographique, on va conserver en fait une grande partie du cast de Broadway, à l'exception, de 2 rôles en fait. Donc, le rôle principal de Babe, Janice Page va être remplacée par Doris Day, donc évidemment pour des raisons évidentes de box office, hein, puisque
Doris Day est une immense star de cinéma à l'époque. Et pour un plus petit rôle, on va avoir Stanley Prager qui va être remplacé par Jack Straw pour le rôle de Prez, qui est un des travailleurs de l'usine. C'est l'occasion, ce film, de voir Carol Haney dans un vrai rôle, donc devant la caméra, puisque Carol Haney, je pense qu'on en a déjà parlé ou Oui. on a au moins mentionné son nom, puisque c'était l'assistante de Gene Kelly. On l'aperçoit dans le ballet, On the Town et elle joue aussi Scheherazade dans Invitation to the Dance en 1955. Donc c'était une très grande danseuse. Ici, elle va danser, on y reviendra, le numéro Steam Heat, mais elle a jamais eu trop l'occasion de danser devant la caméra, hein. Gene Kelly aurait vraiment tâché de pousser plus en avant sa carrière d'actrice, mais la MGM jugeait qu'elle n'était pas assez photo et cinégénique pour l'écran. Ce sont vraiment des goujats. Oui, tout à fait. Alors, parlons maintenant du style du film, notamment de son style musical. Alors, on a beaucoup de numéros, des ensembles vraiment très, très chouettes et des chansons, très plaisantes, enfin aux mélodies très plaisantes. Il y en a beaucoup, alors je vais vraiment pas les citer toutes, mais un petit peu en vrac. Un des premiers numéros, que j'aime bien, c'est Racing with the Clock, donc un numéro qui prend place dans l'usine, qui, parle de la cadence de production des couturières. C'est en fait le numéro d'ouverture, donc dans l'atelier, avec un jeu assez habile sur ces notions de transition et d'intégration dans le numéro musical, avec une confusion entre le bruit diégétique des machines et la rythmique de la chanson. Donc un premier numéro d'ensemble et d'ouverture, vraiment sympa. Ensuite, très rapidement, hein, puisque les numéros vont vraiment s'enchaîner dans le film et aussi dans la pièce, hein, d'ailleurs, mais bon là j'avoue que je me base plus sur mes souvenirs immédiats du film. On a le numéro, I'm not at all in love, donc j'adore vraiment ce numéro dans sa version, cinématographique avec Doris Day, Cœur, cœur, cœur. C'est la chanson, des filles, en fait, de l'usine qui entoure Babe et la presse de questions sur ce nouveau contremaître qui est arrivé et que Babe vient de rencontrer et dont elle n'est, je cite, pas du tout amoureuse. Bien sûr, ça veut dire le contraire et que en fait si. En dépit de toute vraisemblance, puisqu'à ce moment-là de l'intrigue, je pense que leur interaction a duré au maximum 3-4 minutes, mais apparemment C'est assez rapide pour tomber amoureux. elle est déjà in love, quoi. Dans les autres numéros, que je voulais signaler, il y a le numéro I'll Never Be Jealous Again, donc un numéro de style un peu parler-chanter. C'est une chanson comique, en fait, typique de l'autre couple, c'est-à-dire le couple comique plutôt que romantique de la comédie musicale, où voilà, il est question d'un, mari, jaloux et donc une amie de ce mari le place face à différentes situations hypothétiques dans lesquelles il trouverait sa femme, dans des situations supposément compromettantes et à chaque fois, il va dire: «Non, mais si même je la voyais, je sais pas, embrasser un marin qui, elle prétend, est son cousin, je ne serais pas du tout jaloux, je ne serais pas du tout» et en fait, en la réécoutant, ça me trottait dans la tête. Je me disais: «Mais ça me fait penser à quelque chose cette chanson» et en fait, la mélodie me fait largement penser à la chanson de, Olaf, le bonhomme de neige dans, Frozen 1. Ah bah Il oui. y a une espèce de montée là, après que je me suis dit: «Mais bon sang, mais bien sûr» et j'ai réécouté les 2 et franchement je trouve que la ressemblance est frappante, mais c'est peut-être que moi. Vous pouvez donner votre avis sur cette ressemblance. Bref. D'accord, j'écouterai pour voir. Et dans les autres chansons, dont je voulais parler, la, ballade romantique Hey There, qui en fait est chantée une première fois par Sid dans l'acte 1, puis par Babe dans l'acte 2. C'est, donc une ballade assez classique, mais ce qui est assez inhabituel, c'est elle va être chantée en si on peut dire, à distance, puisque l'autre personne du couple n'est jamais présente lorsque la ballade est chantée, ils vont la chanter à tour de rôle et aussi avec une sorte d'écho en fait d'un acte à l'autre. Oui, c'est vraiment une très belle chanson d'ailleurs qui est très connue et qui a été reprise de nombreuses fois par des chanteurs et chanteuses voilà, de variété. Moi j'adore dans le film la première occurrence de la chanson parce que le personnage masculin fait une sorte de duo avec lui-même en fait. Mmh. Il chante en s'enregistrant sur la première partie de la chanson
Puis ensuite, il se repasse la bande de ce qu'il vient de chanter, et puis il répond aux phrases qu'il s'entend lui-même chanter, j'espère que j'explique bien. Puis à la fin, il harmonise carrément avec lui-même, c'est vachement original. Ouais, c'est vraiment, bien pensé, encore une fois, une façon très cinématographique de Ouais, tirer parti d'une chanson sur scène. Autre numéro à mentionner, le numéro There Once Was a Man. Donc là, pour le coup, c'est un vrai duo de Sid et de Babe et moi, j'aime beaucoup, là encore une fois, dans la version, film parce que cette espèce de duo amoureux sous forme un peu d'antiphrase, ça me fait beaucoup penser au I Can Do Without You, mmh, de Calamity Jane, avec encore Doris Day ou aussi, donc l'autre chanson, presque la chanson miroir de celle-ci, Anything You Can Do, I Can Do Better de Annie Get Your Gun, puisqu'on a une espèce de concurrence, en fait, de compétition entre les 2 interprètes dans cette chanson et puis aussi la façon dont chante Doris Day, là, elle est vraiment, une fois de plus en mode cow-boy, quoi. Parmi, les, numéros dansés, parce que bon, il y a quand même beaucoup de numéros, on va dire, dansés par les ensembles et les numéros des stars seront plutôt des numéros chantés, bon, d'accord. ce qui s'explique, assez classiquement, hein, par rapport à la spécialité, on va dire, des stars en présence, hein, en particulier Doris Day. Mais parmi les numéros dansés saisissants de Pajama Game, c'est bien sûr, Steam Hit, donc vraiment ce qu'on appelle un showstopper, hein, un numéro qui, arrête le spectacle tellement il est bien. Un numéro, hyper connu de Bob Fosse avec, un style Fosse presque caricatural. On a Mmh. les accessoires, les gants, les chapeaux melons, les isolations, les déhanchés, enfin voilà, c'est hyper beau et presque, on va dire au tout début de la carrière de Bob Fosse, un textbook de ce que sera le style Fosse, genre Fosse 101, apprenez, Steam Hit et c'est une chorégraphie qui est devenue une sorte de classique, en fait. Elle est souvent reprise. Elle est, par exemple, dansée par Liza Minnelli dans l'épisode du Judy Garland Show spécial Noël, dont on a déjà parlé, à l'antenne de ce podcast. C'est marrant parce que c'est un numéro qui, dans l'intrigue du film, est joué sur scène, parce que apparemment, même dans un meeting syndical, il faut une partie entertainment. C'est un Oui, peu le étrange. truc totalement absurde, en Oui. fait, genre, en plus, ils ont fait un spectacle et de la même façon, un petit peu que l'autre showstopper de Fosse dans, Dame Yankee, Who's Got the Pain? ouais, voilà, qui pareil va arriver totalement comme un cheveu sur la soupe, bon, voilà. Tout d'un coup, il y a un spectacle, ouais. Et dans les reprises à signaler, on pourra peut-être vous mettre le lien, j'ai récemment vu, posté par Rachel Bloom, évidemment, fallait qu'on case Rachel Bloom à un moment, une version dansée avec, donc une danseuse dont j'ignore le nom, j'avoue et Vincent, Rodriguez III, hein, donc qui joue, le rôle de Josh dans Crazy Ex-Girlfriend et j'étais pas convaincue au début que son physique athlétique pourrait se prêter au style phocéen et en fait, il est assez bon. On vous mettra le lien pour que vous puissiez en juger. Carrément. Autre numéro, dans les derniers numéros que je voulais mentionner, Hernando's Hideaway, donc c'est le grand numéro dansé du nightclub dans lequel Sid va emmener Gladys. Dans le film, en fait, c'est chanté d'abord dans les bureaux, puis à la faveur d'une ellipse dans le club en question et c'est une séquence assez belle, en fait, avec un jeu d'ombre et de lumière, très étonnant, puisqu'en fait les interprètes vont danser dans le noir avec une allumette chacun. Donc vraiment, on voit à peine la chorégraphie, on voit juste leur visage et on entreaperçoit leur façon de se déplacer. Mais c'est assez bien fait. Voilà, c'est une séquence assez marquante, je trouve, du film. Et le thème musical de Hernando's Hideaway, ça me fait beaucoup penser au Whatever Lola Wants, donc qui est aussi de Richard Adler et Jerry Ross dans Damn Yankees en 55, parce que j'ai vu en fait Damn Yankees il y a pas très longtemps et je me suis dit mais en fait enfin ouais, j'ai confondu les deux chansons parce que je trouve que ça se ressemble. Après quand j'ai vu que c'était les mêmes compositeurs, je me suis peut-être pas totalement fantasmée de ma part. Oui, en plus, c'est deux chansons où il y a des rythmes et des sonorités latines, en fait. Donc, du coup, c'est assez Oui. proche. Hernando's Hideaway, c'est vraiment un tango textbook. Dernier numéro que je voulais mentionner, c'était donc Seven and a Half Cents, le grand numéro de la fin avec tous les travailleurs pendant la grève finale. Un air particulièrement entraînant en dépit d'un message assez curieux.
L'argumentaire, c'est franchement, on demande pas beaucoup au patron. En fait, c'est pas du tout assez, 7,5 cents, c'est quasiment rien. Mais bon, si on économise toute notre vie, ça va. Donc bon, je sais pas trop la portée révolutionnaire de ce message, mais la chanson est sympathique. Je pense que c'est quelque chose qui peut résumer un tout entier Pajama Game, selon moi. Le message est un peu mais les chansons sont sympas. Alors, tu as fait une remarque sur l'intégration des numéros musicaux? Oui, parce que je me suis fait la réflexion que donc dans le cas du film, on est sur un classicisme assez tardif, hein, puisque donc on est de la seconde moitié des années 50, mais que les numéros sont pas très bien intégrés à l'intrigue, elles surgissent un peu spontanément. On n'a pas cette respiration, ce moment qui va vraiment annoncer et appeler la chanson. Ça m'a un peu, perturbée en fait en revoyant le film. Ok. Et que peux-tu nous dire sur notre ami Doris Day dans ce film? On rappelle qu'on peut se reporter à notre épisode sur Doris Day pour encore plus d'informations, évidemment. Oui, alors, bah, moi je la trouve vraiment super dans ce film. C'est un film qui, va un peu préfigurer de façon, étonnante et je pense assez fortuite, son côté working girl de ces films des années 60 où tu sais dans les années Mm. 60 elle est toujours dans ces comédies où elle va, être une femme qui travaille et qui va essayer un petit peu de s'imposer dans un monde d'hommes. On retrouve aussi, je trouve, beaucoup de Calamity Jane dans ce film, la façon dont elle va moduler sa voix, Mm. les moments où elle fait vraiment, fille à poigne, un film fille de caractère dans, I'm Not at All in Love ou There Once Was a Man. Enfin, elle a un côté très, parler-crier comme elle sait faire. Enfin, c'est ce que j'adore dans I'm Not at All in Love, Ouais. donc I'm not Alors, et là... et les moments vraiment de ballade qui, mettent en valeur sa voix très suave, le Mm. et vert et compagnie. Donc on a vraiment un jeu sur ces 2 registres dans lesquels elle excelle, qui est très bien mis à profit dans le film et on retrouve aussi sa pose récurrente, les poings sur les hanches, hein, sa pose typique de Calamity Jane, Mm. ne serait-ce que dans le numéro de la fin, je pense qu'elle le fait au moins, 5 à 10 fois, quoi. Et donc, on avait une petite dernière partie consacrée aux thématiques du film, dont tu voulais parler, Fanny, en soulignant qu'il y avait des choses un petit peu problématiques. Oui, comme je le disais, je trouve que c'est, une œuvre et en tout cas un film qui a assez mal vieilli, hein, et ce qui me semble être vraiment pas le cas de toutes les comédies musicales, Mm. de l'époque. Puisque je pense qu'on pourrait retenir, 3 morales totalement, scandaleuses, je pense, de ce film. Première morale de Pajama Game, eh bien le consentement, finalement, ça n'est pas très important. Comme je le disais tout à l'heure, la romance entre Babe et Sid va surgir, de nulle part. Ils se voient une fois à la suite, d'une plainte d'un salarié, hein, donc en plus pas un contexte spécialement romantique. Il y a pas un seul plan qui, suggère que c'est le coup de foudre au premier regard, mais lorsqu'elle ressort du bureau et bien, à la faveur de la chanson I'm Not at All in Love, ses collègues sont en mode: «Ah là là, tu es amoureuse» et on est vraiment enfin moi j'étais: «Mais comment est-ce qu'elles peuvent se dire ça?» Par la suite, on n'a aucune ellipse qui pourrait faire supposer qu'ils apprennent à se connaître. Bim! Juste il la veut. Il se félicite aussi du pouvoir qu'il a sur les femmes, hein, je cite, donc OK, pas de problème. Elle dit: «Non, non, non», puis après, mais littéralement juste après, bah, finalement, elle dit: «Oui». Donc en bref, c'est incohérent et assez gênant parce qu'on ne voit pas d'où ça sort. Deuxième morale hyper drôle de, Pajama Game, eh ben, les violences conjugales, c'est trop un truc comique, un moment bien gênant. Quand Hansi, le fameux mari jaloux, dont on parlait tout à l'heure, accuse, sa femme Gladys car il pense qu'elle le trompe avec le nouveau contremaître, eh bien, il va la poursuivre dans l'espace de stockage, puis dans son bureau, en lui lançant des couteaux parce que donc c'est son passe-temps, il est lanceur de couteaux et en fait, c'est censé être source de comique, mais personnellement, j'ai vraiment trouvé ça effrayant et pas drôle du tout, en fait, parce que enfin, je sais pas, mais je trouve ça quasiment irregardable aujourd'hui, Mm. quoi. Il est jaloux, il la poursuit avec une arme blanche et on est censé trouver ça méga trop drôle. Gênant. Voilà, complètement gênant
Et autre morale gênante de Pajama Game, c'est que dans une grève, il faut faire des compromis. Finalement, lorsque le patron accepte l'augmentation de 7 cents et demi, donc on avait déjà dit en plus que cette augmentation, en vrai, c'était vraiment pas beaucoup, c'était le minimum littéralement syndical. Et bien le patron leur dit qu'en contrepartie de cette augmentation, il leur faut renoncer au fait que ce soit rétroactif. Parce qu'il dit littéralement, il faut faire des compromis dans Ouais. une grève. Et une des travailleuses dit, non, 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 on ne renonce à rien. Genre, réaction logique, j'ai envie de dire. Mais Dodo, tout de suite, elle est de bonne composition. Parce qu'elle dit, mais si, tu te rends compte, on a gagné. Donc attention, hein, exploitez, veillez à bien toujours rencontrer vos exploiteurs à mi-chemin. Hein. Il ne faut pas trop en demander. Il faut faire des efforts parce que, bon, on le sait bien, il n'y a pas d'argent magique, tout ça, tout ça. Bref, on est très loin, je trouve, de la comédie musicale socialiste qu'on veut parfois nous vendre. Et encore une fois, moi j'ai été revoir le film parce que j'avais été enchantée de ce concert qu'on avait vu à l'occasion de 42e rue en me disant mais c'est vrai que c'est une œuvre très chouette, Pajama Game. Pourquoi est-ce que j'avais eu ce mauvais souvenir en fait en le voyant à Londres en 2014? Eh bien, je m'en suis tout à fait souvenue en voyant le film, ce pourquoi Pajama Game me dérange, même si je trouve les chansons vraiment hyper chouettes, le contenu est, je trouve, assez problématique. Et bien sur ce, c'est la fin de notre deuxième épisode enregistré en confinement. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. On remercie nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut! À bientôt!